Bienvenue à nouveau dans cette nouvelle rencontre. La fois passée, je vous ai promis de revenir à votre rencontre pour parler du potentiel économique de l'Algérie ainsi que des perspectives de développement de la nation. J'allais le faire en langue arabe, en algérien, derja comme on dit, hein, mais j'ai changé d'avis, ça sera pour une autre occasion. À la place, je vais traiter un sujet sensible et d'actualité exclusivement en langue française. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est un sujet qui tient en haleine beaucoup d'observateurs et depuis des mois déjà, nous assistons à une campagne de dénigrement et à une multitude d'attaques de la part de ce qu'on appelle les nostalgiques de l'Algérie française, la droite, l'extrême droite, etc. Et tous ciblent et atteignent l'Algérie dans sa dignité, et il y en a même qui nient carrément son existence. Et ce qui est condamnable chez ces gens qui ne se fatiguent jamais de souffler sur la braise, à l'image de Rotaillot, Driancourt, Ciotti, Wauquiez, et j'en passe, beaucoup occupent ou ont déjà occupé d'importantes responsabilités au sein des institutions de la République française. Donc on est en droit de penser que ce sont les politiques français qui ouvrent les hostilités, ce sont eux qui provoquent, et puisque les médias ils sont relayés par les médias mainstream, donc quelque part il y a aussi des pans de l'État français qui sont à l'origine de cette dégradation cyclique des relations entre les deux nations censées être proches l'une de l'autre pour un tas de raisons que j'aurai à évoquer au fil du déroulé de mon exposé. Comme vous le voyez bien, ça part dans tous les sens. De l'autre côté, on fait feu de tout bois sur tout ce qui symbolise l'Algérie et les Algériens. Ça devient préoccupant. Et c'est ça ce qui m'a interpellé. C'est pour ça que j'ai décidé d'attaquer ce problème, de m'exprimer sur le sujet, d'essayer d'apporter des éléments de réponse et pourquoi pas transmettre des messages soit à des amis, soit malheureusement à des adversaires et des ennemis, puisqu'il y en a de l'autre rive de la Méditerranée. J'avertis tout le monde que je ne vais pas, moi non plus, me priver de taper du poing à la figure des détracteurs de l'Algérie, sachant pertinemment que nous avons affaire à des colporteurs de mensonges et à plein de catégories d'hypocrites qui excellent dans l'art de dispenser des discours ambivalents. Cette catégorie, bien sûr, on va y revenir vers toute la fin de mes deux exposés, parce que je compte en faire deux fois 30 minutes, à peu près par rapport à ce genre de plage. Et donc, je préfère commencer par quelque chose de positif et d'utile pour tout ce qui se rapporte aux relations et à l'avenir des relations entre l'Algérie et la France. Et comme vous le savez, les deux nations ont des similitudes dans le sens où elles ont un rayonnement sur leurs continents respectifs. Très brièvement, la France, on le sait, a beaucoup d'influence au sein de l'Union européenne. C'est une nation qui occupe le 5e, 6e rang mondial en tant que puissance économique et militaire. Elle fait partie du G7, les pays les plus riches et les plus puissants de ce monde. Et à l'échelle internationale, comme vous le savez, c'est une nation qui siège en permanence au Conseil de sécurité des Nations Unies, tout en disposant du droit de veto, ce qui est quelque chose d'énorme et de colossal, avouons-le. Pour ce qui concerne l'Algérie, là, je vais m'étaler un peu plus longuement. De mon point de vue, ça reste ma conviction profonde, l'Algérie, c'est le pays le plus solide et le plus sûr de l'Afrique, en Afrique. Quoi qu'on dise, je les ai vus qui essayent par tous les moyens d'escamoter cette vérité à travers des récits fabriqués de toutes pièces et ne correspondant nullement à la réalité. Le but étant toujours le même, faire de l'ombre à l'Algérie, lui préférer d'autres pays par pure jalousie ou
par plan, plan de communication tendancieux. Mais c'est peine perdue. Pourquoi? Parce que les faits sont têtus, la réalité elle est là. Et pour étayer mon propos, je vous ai choisi quelques exemples. Je vous demande seulement de me suivre attentivement. 1. L'Algérie est bel et bien le plus grand pays de par sa superficie en Afrique. C'est un atout considérable. 2. L'Algérie a le taux d'espérance de vie le plus élevé en Afrique. Nous sommes les premiers de la classe. Et cette moyenne d'espérance de vie n'a rien à envier à celle de beaucoup de pays développés. De quoi donc provoquer le grincement de beaucoup de ceux qui ne nous portent pas dans leur cœur. Et là, je pense particulièrement au plus emblématique d'entre eux, un certain Bernard Lugan. Je suis convaincu, quand il entend quelqu'un comme moi évoquer ce genre de détails liés aux indices de développement humain, eh ben le gars, il va se tordre de douleur, il ne va pas apprécier du tout. Troisièmement, l'Algérie dispose d'une belle façade maritime, un littoral, où depuis la ville de, on va dire, Laayoune, Qala, ou si vous voulez, la wilaya de Tarf, limitrophe de la Tunisie, jusqu'à la ville de Marsa Ben Mehdi, à l'extrême ouest, jouxtant l'autre ville frontalière marocaine, Saïdia. L'Algérie elle dispose d'une côte sur mer Méditerranée, frontale à l'Europe, animée par plein d'agglomérations de grande importance, des capacités de logistique insoupçonnées, des infrastructures de base, des ports, des aéroports, des gazoducs aussi, rattachés à l'Espagne et à l'Italie, et donc de quoi permettre des échanges intenses avec le continent européen et faciliter le flux des marchandises, des personnes et des voyageurs. Quatrièmement, l'Algérie dispose d'une profondeur stratégique de par sa géographie. C'est-à-dire grâce à l'étendue de son territoire et son immensité, elle pénètre au cœur de l'Afrique. Et à travers la région, notre région du sud, le Tassili Najer et la ville de Tamraset, qui est l'équivalent d'une île perdue dans le désert, mais d'une grande importance, puisqu'elle joue le rôle de relais, elle participe à la dynamique des échanges commerciaux et des échanges de tout genre. Et il y a aussi la présence de l'État algérien, du puissant État algérien, par ses structures et ses infrastructures, notamment, on a les pompiers, par exemple, la douane, les hôpitaux, l'administration, la police, la gendarmerie, l'armée, etc. Et tout ça contribue d'une manière ou d'une autre à la stabilisation de la bande qui fait la lisière de notre région du Sud, la région, le sous-continent sahélo-saharien, en proie à des difficultés énormes et à des difficultés de toute nature, comme vous le savez. Donc, grâce à sa proximité et avec l'Europe et avec l'Afrique, manifestement, l'Algérie, de manière incontestée et incontestable, c'est la clé de voûte de l'Afrique. Et il n'y a pas que ces avantages et atouts, il y a aussi le fait que l'Algérie fait partie des rares pays de ce monde à avoir arraché son indépendance et recouvré sa souveraineté par la lutte, le combat et le sacrifice. Ce n'est pas rien, ça. Le peuple algérien, lui aussi, fait partie des rares peuples de ce monde à avoir tracé ses frontières par la force de ses arrêts et le sang de ses martyrs. Là aussi, ce n'est pas donné. Et donc, qui mieux que les Algériens peut-il apprécier le caractère sacré des frontières, donc du voisinage, ce qu'est l'intégrité d'un territoire ou l'unité d'une nation. Le peuple algérien, c'est un peuple guerrier, donc il donne une importance capitale à la notion de la nation et a une dimension spéciale. Pour les Algériens, la nation, elle prend sens des éléments qui la constituent, à savoir le territoire, suivez-moi bien, le territoire, le peuple, l'histoire cumulée, et les valeurs.
Le territoire, nous y sommes, l'Algérie, elle coche à toutes les cases, c'est une grande nation. Le territoire, nous y sommes depuis la nuit des temps et nous comptons y rester pour l'éternité. Nous sommes un peuple téméraire. Hein. C'est notre terre, nous l'avons toujours défendue, nous avons gagné des batailles, des guerres, mais nous en avons perdu aussi. Mais même dans les moments les plus sombres de notre histoire, nous n'avons jamais abdiqué et nous ne sommes jamais agenouillés. Voilà un titre très de caractère qui confirme cette témérité légendaire des Algériens. Quand on parle du deuxième élément, le peuple, là aussi, le peuple algérien, c'est un peuple guerrier, courageux, j'arrête pas de le répéter. Et les Algériens ont fini par développer des capacités de résilience psychologique comme on en trouve peu chez les autres peuples. D'où est-ce qu'il a bien pu hériter ça? Eh bien, des épopées guerrières, des épopées de ses ancêtres, ainsi que des épreuves qu'il a dû endurer, on dirait à travers les âges et les siècles, qui ont fini par l'endurcir. D'où cette mentalité d'acier typiquement algérienne. Hein. Quand on parle de l'histoire, alors, l'antique Cirta, vous entendez bien parler de l'antique Cirta. Hein. C'est l'une des plus vieilles villes d'Algérie. C'est Constantine, c'est ma ville natale. Hein, j'en connais un bout. Hein. L'antique Cirta, tout comme la Numidie, c'est l'Algérie ancienne, c'est l'Algérie des temps anciens, de nos ancêtres, c'est notre nation ancienne. Hein. C'est la nation algérienne à ses origines, hein, fondée 400 siècles, plutôt 4 siècles, pardon, avant l'ère du calendrier grégorien. Il a été démontré, hein, à travers des études et des recherches, que le premier couscoussier au monde, il a été fabriqué à Cirta, ainsi que les techniques de roulement du couscous et la maîtrise du plat qui vont avec. Ils ont été fabriqués et inventés par les Cirtéennes et les Cirtéennes et les Cirtéens, c'est-à-dire la Numidie ancienne, l'Algérie. Un plat qui allait devenir le plat mythique et le plat de tous les peuples du Maghreb, dont sont fils nés de l'Afrique du Nord. Quelle fierté! Hein. Autre chose d'important, il y a 2200 ans de cela, l'Algérie a gagné son indépendance pendant 2 siècles à peu près. Il y a la famille, les enfants de Gaïa, hein, la Numidie et Cirta ont enfanté de grands églises. Les églises, c'est les maîtres et les seigneurs berbères de l'Algérie ancienne. Hein. Et la famille des lignées de Gaïa a donné les fameux Machinissa, Missipsa, Yogurta ou Jugurta si vous voulez, Juba. Et donc, il y a Machinissa qui règne sur Constantine pendant 50 ans et qui est parvenu à repousser les limites des frontières de la Numidie ancienne jusqu'à atteindre le fleuve du Moulouya, se trouvant en plein cœur du Maroc actuel. Donc, en plus des autres territoires, des parties de la Tunisie qui appartenaient à la Numidie, et la Tripolitaine libyenne, ainsi que le Fezzan, c'est-à-dire presque l'ensemble de la Libye, nous étions plus grands de par notre géographie et superficie que nous sommes aujourd'hui après avoir chassé l'occupant français de nos terres en 1962. Et ce n'est pas l'unique séquence de l'histoire où nous étions plus grands qu'aujourd'hui. Vous savez, dans l'histoire de toutes les nations du monde, quelles qu'elles soient, les frontières sont des frontières à géométrie variable selon que vous êtes puissant le moment ou pas. Hein, voilà. Et du temps des Fatimides, nous étions aussi plus grands qu'aujourd'hui, du temps de Menned Ben Ziri. Son fils, Bolloré Ben Menned Ben Ziri, le fameux Bolloré qui a fondé le Jazair Ben Mzrenna, c'est-à-dire Alger, hein, nous étions là aussi plus grands que nous sommes aujourd'hui, parce qu'on a régné sur presque l'ensemble du Maghreb. Et donc, ce qui est anecdotique dans cette histoire,
et l'ironie du sort, hein, c'est qu'au moment où nous étions en train d'écrire des pages d'histoire et de gloire du temps des Numidiens, c'était plutôt le pays de Bernard Lugon qui n'existait pas. Et oui, parce que la région, à l'époque, elle s'appelait la Gaule, et la Gaule, c'était une simple dénomination émanant de Jules César, l'empereur romain, pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui la Suisse, la Belgique, la France, etc. Et dans cette Gaule habitaient 60 peuples et des dizaines d'autres populations organisées sous des formes sociales et politiques différentes parlaient des dialectes et des langues différentes. Ils se faisaient la guerre, ils se haïssaient. C'était des barbares, il faut revenir en contexte, il ne faut pas avoir honte à le dire, hein, monsieur Lugon. Et donc, il a fallu attendre le VIe siècle de l'ère chrétienne, c'est-à-dire après Jésus-Christ, pour voir enfin un leader français nommé Clovis rassembler et rattacher quelques royaumes et fonder ce qu'on appelle le royaume des Francs, qui allait devenir par la suite la France d'aujourd'hui. Donc 8 siècles après les hauts faits d'armes de notre grande nation, la Numidie, et la grande épopée de la Numidie. Donc libre à Bernard Lugon, Philippe de Villiers et tous ceux qui leur emboîtent le pas à l'image de, malheureusement, hein, le chef de l'État français Emmanuel Macron, hein, de nous prendre par le haut, nier notre existence, hein, et de raconter des salades et des sottises à notre sujet. Voilà la réalité historique. Même Tintin aura beaucoup de mal à vous écouter et à vous croire. Voilà. Passons maintenant au quatrième élément constitutif qui donne sens à la nation, ce sont les valeurs. Et là aussi, on retrouve les Algériens et l'Algérie. Les Algériens n'acceptent son peuple, sont un peuple, les Numidiens, les Amazirs et les Algériens sont un peuple libre. Ils n'acceptent jamais d'être le sujet de qui que ce soit, que vous soyez un roi, un colonisateur, un nabab ou un apprenti dictateur. Ça ne marche pas. Et même si, lorsque vous dominez les Algériens, si vous êtes un étranger, ils observent ce qu'on appelle une résistance passive, ils ne se soumettent jamais. Et si vous êtes quelqu'un des leurs, alors là, ils gardent quand même leur liberté, même si cela leur coûte des difficultés dans la vie collective. C'est ça les Algériens. C'est un peuple indomptable et les Algériens ont un penchant naturel pour tout ce qui... Et c'est pour ça qu'en 1962, le choix a été vite fait, hein, République algérienne, démocratique et populaire. République, hein, et pas un royaume. Parce que dans la République, nous retrouvons nos fondements et nous retrouvons nos valeurs. Nous sommes pour un peuple, pour les égalités des chances entre les Algériens, notamment dans le domaine économique, par exemple, la justice sociale, la citoyenneté, la liberté, tout ça. C'est pour ça que les Algériens ont un penchant pour tout ce qui est courage, générosité, solidarité, on va dire hospitalité, etc. Quand vous parlez, par exemple, de la générosité, lorsque vous êtes dans un train, dans un bus, dans un tramway, dans un métro, vous tombez toujours sur les mêmes scènes. Il y a toujours les jeunes qui se lèvent et invitent ceux plus grands qu'eux ou présentant des handicaps à prendre leur place. Ça fait partie de notre culture, de nos traditions, de nos mœurs, de notre éducation. Hein? C'est une valeur, ça. Lorsque vous vous baladez avec votre bon bain chez les épiciers et les, les marchands de fruits et légumes, même chose, vous tombez toujours sur les mêmes scènes, c'est-à-dire il y a soit les clients, soit les vendeurs eux-mêmes qui donnent une poignée de cerises, une mandarine, une orange à l'enfant, parce que nous sommes un peuple du partage, nous sommes comme ça. Hein. En matière de solidarité, là aussi, surtout dans les moments difficiles, vous pouvez compter sur les Algériens à 100%. Et ça a été vérifié lors des séismes, des incendies, des inondations. Les Algériens sont un peuple courageux, c'est un peuple qui assiste les personnes en difficulté et en danger. Ça aussi, ça fait partie de nos mœurs.
développer ça aussi par rapport à notre condition historique. On a été dominé dans des séquences de notre histoire et nous avons développé cet effet de solidarité. Bon, c'est un sujet qui nécessite beaucoup de temps. Bon, je ne vais pas m'appesantir trop sur ce détail précisément. L'hospitalité, là aussi, c'est le point fort des Algériens, l'hospitalité légendaire, où que vous alliez dans les quatre coins de l'Algérie, lorsqu'un invité débarque chez l'Algérien, c'est une question de niveau pour lui, d'éducation et d'honneur. Il se plie par quatre pour assurer gîte, nourriture, confort et sécurité pour son hôte. Ce n'est pas discutable, là aussi. Hein. Et lorsque nos parents, grands-parents avancent dans l'âge, là aussi, nous avons pour devoir, nous tous, de les entourer, les assister, parce que ce sont eux qui nous donnent tout cet amour et ce sont eux qui sont à nos soins quand on est bébé, enfant, adolescent. Voilà donc, grosso modo, ce qui pourrait expliquer pourquoi les Algériens ont toujours eu les ressorts nécessaires et suffisamment de ressources pour rebondir et repartir sur le bon pied. Et l'exemple le plus illustratif, c'est le Hirak. Pour moi, les fondements de la nation algérienne moderne par rapport à sur le plan formel, c'est la flamme de novembre, 1954, le couronnement et le succès de l'indépendance du 5 juillet 1962, et le rappel à l'ordre du 22 février 2019, le Hirak en l'occurrence. Parce que les Algériens, ils se sont mobilisés pour sauver le pays, en fait, lors du Hirak. Et le message a été suivant. D'abord, le premier message a été destiné à ceux qui menaient l'Algérie vers la dérive. Arrêtez, monsieur, arrêtez vos chars. L'Algérie, le candidat impotent, qui ne nous a plus parlé depuis 3 ou 4 ans, ne passera pas. Et ça a été le cas. Et le deuxième message a été envoyé aux opinions internationales d'abord, mais surtout aux chancelleries internationales, notamment occidentales, qui avaient des agendas pour les pays, et surtout ce qu'on appelle les pays arabes, entre guillemets, à régime présidentiel. Et là, le message du Hirak, du peuple algérien, était très, très fort, très puissant. Écoutez, messieurs, même dans les moments de flottement, d'hésitation et de faiblesse, la nation algérienne doit demeurer debout parce qu'il y a un dernier rempart, et ce dernier rempart, il s'appelle le peuple algérien. Et c'est le peuple algérien, rien que le peuple algérien, tout le peuple algérien, qui est le garant des institutions et de la pérennité de la République et de l'État. Pour moi, le Hirak a été plus puissant, je pèse bien mes mots, plus puissant que ne l'était ou que ne le serait une arme de destruction massive. Croyez-moi, c'est vraiment le cas. Le monde entier a compris à travers la mobilisation imposante des Algériens, et surtout l'organisation, le pacifisme, la profondeur et la puissance des slogans et des revendications, le monde entier a compris que les Algériens étaient une grande nation, effectivement, et que c'est un peuple que personne ne pourra dominer ou contre lequel il pourra prévoir de mauvais tours. Voilà, donc j'arrive au bout. Le topo de ce qui fait, comme je l'ai dit au tout début, la force, l'importance et le poids et de la France, et très brièvement, et de l'Algérie un peu plus longuement. Donc maintenant, il va falloir rebondir sur la question des relations futures entre l'Algérie et la France, concernant les relations entre l'Algérie et la France, parce que l'enjeu est détaillé et mérite qu'on le place au premier rang
de nos préoccupations, pourquoi? Parce que les relations entre l'Algérie et la France sont des relations particulières et donc méritent un traitement bien particulier. Et celui qui vous dira le contraire, pour moi, est soit un irresponsable, soit un aventurier, soit quelqu'un qui vit en déphasage de son temps et de l'environnement dans lequel il baigne. Nous tous, entre autres, les élites et les intellectuels et les politiques, devons donc veiller en sorte à ce que les deux pays ne se regardent pas comme des chiens de faïence et ne se tournent surtout pas le dos, parce que cela n'est pas intelligent du tout, il ne profite à personne. Hein. Et donc, on doit veiller en sorte à ce que les deux nations envisagent et entrevoient un avenir sous les meilleurs auspices. Pourquoi? C'est pour accompagner les peuples algériens et français dans leur quête de paix interne et vivre l'avenir dans une ambiance, on va dire, sereine. Comme vous le savez, il y a eu un croisement de destin entre l'Algérie et la France. Et ce croisement de destin s'est développé pour devenir et se transformer en un entremêlement de destin. Donc on est face à une nouvelle donne beaucoup plus complexe et beaucoup plus sérieuse. Et des centaines de milliers, comme vous le savez, et des dizaines de millions d'Algériens et de Français ont soit un attachement, soit un attachement pour les deux pays, soit un non-enracinement dans les deux pays. Vous savez, il y a une histoire passionnelle entre les deux pays. Il y a l'aspect mémoriel, douloureux, en tout cas pour ce qui nous concerne, nous les Algériens, mais il y a la réalité du terrain, c'est-à-dire la proximité géographique, les responsabilités politiques et géopolitiques concernant les deux peuples qui ont quand même beaucoup d'intérêts communs à partager. Il y a la démographie, il y a aussi l'aspect humain qui pèse de tout son poids sur la vie et les relations de l'Algérie et de la France entre les deux pays. Hein? Je vous ai dit qu'il y a un fort enracinement et chaque Algérien et chaque Français peut raconter une histoire par rapport à ce couple algéro-français, sa propre histoire, celle de sa famille, de ses voisins, de son quartier, de sa ville, ou de son pays, ou des deux pays à la fois. Hein. Et moi, personnellement, en dépit du fait que je ne suis pas, j'ai pas la double nationalité, je suis à 100% algérien, je vis tout le temps en Algérie, et pourtant, je porte en moi les stigmates et l'influence de cette relation entre l'Algérie et la France. Hein. Je suis né à 10 mois de l'indépendance, dans une ambiance donc française. Le gars qui m'inscrit à l'état civil s'appelle Henri Sévran, c'est un Français. Et 4 ans plus tard, la France n'est plus là et l'Algérie elle est indépendante. Mon papa il m'inscrit en préscolaire dans 2 écoles différentes pour apprendre l'arabe et le français. Celle du français, c'était chez les sœurs, à Constantine, à la rue Pinget, hein, école Victor Hugo, si je ne m'abuse. Et donc, à l'époque, les sœurs et les pères blancs, les missionnaires hein, de l'époque, s'occupaient aussi de tout ce qui est éducatif et pédagogique, c'était permis. Et donc, je me souviens de cette journée d'entrée des classes. Hein, il y avait 3 sœurs à l'entrée de l'école qui accueillaient les familles et les enfants. Et il y avait 3 sœurs debout comme un i, très dynamique, dégageaient beaucoup d'énergie, tenue exigeante. C'était vraiment assez impressionnant. Je ne l'oublierai jamais. Hein. 2 années plus tard, je rentre à l'école élémentaire 100% algérienne et s'appelle Jean Jaurès. Regardez hein, la toponymie des lieux,
les noms, hein, tout est français, l'ombre de la France, hein, il est toujours là. Hein. Quelques années plus tard au collège, je tombe sur 4 professeurs français, M. Jean-Marie Lerest, Mme Eutre, Mme Ettori, et 1 ou 2 années plus tard, une autre française, j'ai oublié son nom malheureusement, elle était grande de taille et portait des lunettes. C'était une belle française, très gentille. Hein, elle nous enseignait les sciences naturelles, tout comme Jean-Marie le reste. Madame Eutre nous enseignait le français. Je l'aimais beaucoup parce que j'étais l'un de ses brillants élèves, etc. Madame Ettori aussi était excellente en mathématiques, prof de mathématiques. Malheureusement, elle a été vite changée. Quelques années plus tard, à l'âge de 22-23 ans, comme tous les jeunes algériens de l'époque, on n'avait pas la contrainte du visa. Je commence à voyager vers l'Europe. À 2 années de suite, hein, 2 fois de suite, je débarque en plein cœur de Paris, boulevard Sébastopol, la rue Bigot, et là, je découvre le poids de l'histoire de la France à travers sa capitale, l'agencement des boulevards, la somptuosité des édifices, la qualité des architectures, les aménagements, etc. Ça parlait, hein, ça me parlait, hein, vraiment, j'étais très impressionné. Et à chaque fin de soirée, quand je rentre à l'hôtel, je discute avec le maître de nuit, qui était déjà âgé à ce moment-là, Monsieur Jean, il n'est plus de ce monde, paix à son âme. À chaque fois, il me disait, toi, tu es atypique. Un jour, je lui ai dit, pourquoi vous me disiez ça? Il m'a dit, j'ai l'habitude de discuter avec les Algériens, ça ne résonnait pas comme avec vous. Donc, c'est lui qui m'a fait prendre ma singularité quant à ma manière de concevoir la vie dans ses aspects culturels, politiques, philosophiques, on va dire. Hein. Et un peu plus tard, cette fois-ci, mon destin me croise à une entreprise française, PR Industrie, elle est de Dijon, qui faisait du chiffre en Algérie. Là, on est parti sur une aventure professionnelle, hein, 6 ou 7 ans. Hein. Ça a été une très belle expérience. Là, je me lie en amitié avec mon ami Jean-Bernard Salès, qu'on appelait JB. Il était le représentant de l'entreprise, ainsi que Hakim, lui aussi, qui était représentant d'autres entreprises. On travaillait à 3 hein, sur des sujets logistiques. Ils m'ont présenté à chaque fois qu'il y avait l'occasion, lors des foires d'exposition, beaucoup de cadres français, ceux qui débarquaient de France et ceux qui étaient en mission ici en Algérie. Et là, j'ai croisé M. Benoît Chavet, le directeur de l'entreprise, Natacha, avec laquelle j'étais tout le temps en contact, hein, puisqu'on faisait le même travail technique complémentaire, etc. Et donc, c'était une expérience très enrichissante. Et puis, il y a aussi cerise sur le gâteau, on va dire, hein, l'avènement de la parabole, de l'Internet qui va nous permettre à nous tous, entre autres les Algériens, de mieux connaître la France, surtout sa classe politique, ses établissements. Et là, moi, personnellement, j'apprends, puisque je suis toujours intéressé à la politique, j'ai appris à mieux apprécier, à mieux connaître les Jean-Pierre Chevènement, Philippe Séguin, on va dire Dominique de Villepin, Ségolène Royal, Jean-Luc Mélenchon, un peu plus tard, Émeric Caron, Mathilde Panot, et ça. Et ce que j'ai remarqué chez ces femmes et ces hommes, qui sont des véritables femmes et hommes d'État, hein, c'est que d'abord ils assument ce qu'ils disent, hein, et ensuite, quand ils parlent, ils ne le font jamais pour satisfaire des officines ou qui que ce soit. Donc, en dépit du fait qu'ils sont d'obédience politique différente, pour moi, ce sont les dignes héritiers du gaullisme et de Gaulle. Voilà, donc quelqu'un comme moi, je suppose que beaucoup d'Algériens, beaucoup de Français ont vécu ce genre de relation quand même saine. Hein. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un comme moi, par exemple, de ne pas militer pour un avenir serein entre les deux pays. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui essayent de construire des passerelles avec ce genre de
personnes. Dans le monde de l'establishment, par exemple, et de l'information et du journalisme, vous avez des gars comme Edouard Plenel, Pascal Boniface, comment il s'appelle, Jean-Michel Apathy, Frédéric Tadi, je l'aimais beaucoup parce qu'il nous gratifiait de plateaux de débats de haute facture avec des invités de marque, des débats et des sujets et des thèmes où il y avait du sens. Malheureusement, tout ça, on ne le retrouve plus, on ne le vit plus parce que tout ça est supplanté et remplacé par des médias. Les médias mainstream de Bolloré, Drahi, Pinault et je ne sais qui d'autres qui ne font que de la propagande, du fake et du mensonge. Ils ne font qu'abrutir les opinions de quelque nature et de quelque pays qu'elles soient. Donc, bon, ça c'est un problème français. En tout cas, moi, je plaide pour une intensification des rapports entre l'Algérie et la France, dans le domaine de l'université, la recherche, la science, les arts, liberté de mouvement pour les entreprises, plus d'investissement, renforcement des liens sur le plan surtout diplomatique, partage des informations, du renseignement. Tout ça peut servir l'avenir des relations entre les deux pays. Et souvenez-vous, quand Alger et Paris ont ressenti une certaine inquiétude et quand elles ont senti une menace lorsqu'il y avait le bazar dans la région sahélo-sahélienne, malgré le fait qu'ils avaient des opinions qui divergeaient par rapport à la politique d'ensemble, la géopolitique d'ensemble dans la région, mais Paris et Alger ont fini par comprendre à un moment donné qu'ils étaient dans l'obligation de s'asseoir sur une table et de coordonner leurs efforts sur le plan de l'information, du renseignement et même de la logistique, puisqu'il y a même l'espace algérien qui a été autorisé, qui a autorisé plutôt les Français à y passer dessus. Voilà un bel exemple de coopération, mais il y en a d'autres bels exemples, beaucoup meilleurs. Cela, on peut l'étendre à plein d'autres domaines, et c'est ça qui va rapprocher les points de vue et contribuer à un accroissement de puissance en faveur et de l'Algérie et de la France et en faveur des deux pays en tant que couple dynamique et de couple moteur, puisque moi je pose des questions toutes simples et aux Français et aux Algériens. Aux Français, je dis ceci: quel est votre intérêt d'avoir une Algérie livrée à elle-même et on bute à des problèmes de tout genre et des problèmes très difficiles par rapport à ses voisins et la région sahélienne? Aucun. Pourquoi? Parce que il y a un avenir assez inquiétant quand même. Il y a le banditisme, l'insécurité, les guerres, le trafic de tout genre. Il y a le risque d'explosion démographique au Niger et au Nigeria ainsi que d'autres pays subsahariens. On est à un taux de natalité de 4,2. C'est une bombe à retardement. Il y a risque il y a la désertification, le réchauffement, il y a les problèmes que j'ai cités tout à l'heure, il y a risque d'exode de population, risque de flux migratoires à remonter vers le nord, c'est-à-dire vers l'Algérie, la Tunisie, le Maghreb, peut-être même et la Libye, mais qui c'est qui va encaisser le coup? Au final, c'est l'Italie, la France et l'Espagne. Ça va remonter jusqu'à l'Europe, surtout l'Europe du Sud. Donc, devons tous prendre conscience de tout cela afin de stabiliser. D'ailleurs, l'Algérie ne peut pas ne pas être le leader incontesté et incontestable et de l'Afrique du Nord et de toute l'Afrique. Ce n'est pas négociable, ça, pour un tas de raisons. La question que je pose aux Algériens: quel est votre intérêt d'avoir une France faible et affaiblie par les États-Unis, la Russie, la Chine et la finance internationale? Aucun. Parce que nous avons
des millions de Français qui sont d'origine algérienne et qui ont un attachement algérien. Avec eux, on peut construire un noyau dur qui s'appelle le couple franco-algérien, très puissant sur le plan politique, sur le plan intellectuel, sur le plan stratégique et géostratégique, et qui va forcer le respect à tout le monde, je dis bien à tout le monde. Moi, je n'ai pas envie de voir la France. Mais ça demande quand même beaucoup d'efforts et un engagement, une implication de toutes les bonnes volontés, que ce soit de l'Algérie ou de la France de Ségolène Royal et de tous ceux qui dégagent une certaine sérénité et une certaine confiance en tant que tel. Voilà. Voilà donc tous les enjeux du futur. Je crois que je suis arrivé au bout de ma première intervention. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie qui interviendra dans 3 ou 4 jours et en préparation. Et à très bientôt. Merci.